Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelque chose qu'on n'a absolument jamais fait sur la chaîne. On va s'ouvrir un deck de structure. Et pour le coup, pas n'importe lequel, le tout nouveau deck de structure pour 2 joueurs. Alors pourquoi je me mets à ouvrir ce produit alors que d'habitude je bolosse complètement les decks de structure sur cette chaîne? Tout simplement parce que déjà, Zeus, en un mot. La reprint de cette carte me fait extrêmement plaisir, j'en ai besoin de très nombreux exemplaires, c'est pour ça que j'ai acheté ce petit produit en 5 exemplaires, littéralement. Et j'ai surtout réussi à esquiver absolument tous les spoils, et je sais pas encore comment j'ai fait, mais quand je surfais sur les réseaux, j'étais là en mode « Ah non, pas un spoil, pas un spoil !» Et j'ai réussi à me garder l'entière surprise, hormis bien sûr la présence de Zeus et peut-être quelques petites indications sur le packaging. Chose très appréciable pour la surprise, on n'a pas du tout au dos du packaging la liste de toutes les cartes présentes dans les deux decks et ça, c'est vraiment très cool. Pour terminer cette introduction, n'oubliez pas que désormais cette chaîne a un partenaire, donc n'hésitez pas si vous voulez ce produit à vous rendre sur le site internet de The Card Adventure, sur lequel se trouve ce deck de structure et bien d'autres produits de l'univers Yu-Gi-Oh! Attention, petite nouveauté, je vous ai dit que cette année 2024 serait le symbole d'un renouveau pour la chaîne et d'une augmentation de la qualité des vidéos. Ça passe aussi par le matériel, alors j'ai investi dans un nouveau tapis sur lequel vont se passer les vidéos ouverture ou les vidéos présentation de deck, parce qu'il y en aura cette année. Je vous laisse noter dans les commentaires ce tapis. Sur 10, bien évidemment, il me fallait un fantastique tapis Slifer et que Slifer pour cette chaîne. J'en suis vraiment extrêmement heureux. C'est un tapis OCG pour célébrer les 20 ans du jeu et honnêtement, je l'adore. Il claque d'une force. Waouh, franchement pour moi c'est un 15 sur 10. Moins de blabla, plus de découverte de ce deck de joueurs. Je pense que va y avoir des grosses dingueries à l'intérieur. Alors la question que je me pose c'est est-ce qu'ils vont introduire les end traps aux gens? Alors là, ça pourrait être une très bonne idée. Mais à voir. Du coup, en ouvrant tout ça, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà, on a évidemment le petit livret Apprendre à jouer qui est aux couleurs du deck. Ça, c'est vraiment très cool. Du coup, le Prime Hard Vanadium, il s'est un peu fait bolosser, on va pas se mentir, parce que c'était une ultra très importante d'un set qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, et il est reprint déjà ici. Mais par contre, ça, en ultra rare surtout, il s'est pas fait bolosser le Zeus. On va commencer par là. Franchement, petit deck avec Zeus. Quelle dinguerie! Bon, qui dit starter deck de joueurs dit forcément des petites cartes un peu particulières. Bien évidemment, on risque de retrouver des trucs assez old school, mais on va voir ça. Donc, on commence avec un fantastique Zeus. Donc ça, c'est une vraie dinguerie. On a la reprint de Castel, le mousquetaire chasse-ciel. Alors ça, c'est pas sa méta, mais ça fait partie des staples extra deck du jeu. Honnêtement, si vous pouvez mettre la main dessus, c'est toujours cool d'en avoir un ou deux exemplaires qui traînent. Derrière, on va avoir le numéro 20, Giga Brillant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Détachez un matériel de cette carte, tous les monstres que vous contrôlez actuellement gagnent 300 points d'attaque. C'est nul. C'est nul. Celle-là, pour le coup, elle est vraiment pas mal. Ciblez 3 monstres dans le cimetière, mélangez-les tous les 3 dans le deck, puis piochez une carte. C'est pour recycler de la ressource, donc ça, on apprécie. Et sinon, ciblez un monstre à effet exclu dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que s'il est là, c'est que ça doit fitter avec le contenu de ce deck. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, je pense. Donc, on va avoir du monstre normal ou ce genre de truc. Donc, tout de suite derrière, on va avoir le tigre féroce Mongu, qui était une carte de contrôle, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, tous les monstres sur le terrain perdent 500 points d'attaque. Et une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez détruire tous les monstres sur le terrain avec une attaque inférieure à cette carte. Bon, c'est un peu anecdotique, aujourd'hui, ça fait pas grand chose. On va avoir le courtier ésotérique. Donc ça, c'est plutôt marrant, c'est un marshmallow beast, non destructible au combat ou par effet, tant qu'on a une magie ou un piège continu. On peut en envoyer un qu'on contrôle pour draw 1. Bon, c'est assez drôle. Derrière, on va avoir la dessinatrice d'étoiles. Je connais pas du tout cette carte. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez lire les effets. Moi, je vous fais un petit résumé rapide, mais ok, ça peut être traité comme niveau 5. Et si c'est utilisé pour un monstre X6, on pioche une carte, c'est pas trop mal. Le rayon nocturne, ça c'est une très vieille carte, elle existait en ultimate rare. On peut target une magie piège 7, la détruire et l'adversaire ne peut pas répondre avec la carte posée à cet effet. Donc voilà, c'est assez drôle. Derrière, on va avoir le contrôle attractif. C'est Lily l'a fait des piqûres, mais en un peu plus grande, ça, non? Et la troupe d'assaut Goblin, c'est trop cool. Je la connaissais pas du tout, cette carte. Elle est très marrante. Si l'adversaire contrôle minimum 3 monstres, ils ne peuvent pas déclarer d'attaque. Bon, aujourd'hui, avec les liens et la possibilité d'utiliser tous les monstres sur les terrains, ou presque, pour en faire un seul très gros, ça n'a plus tant d'intérêt que ça. À l'époque, je comprends la puissance du truc. Fallait sacrifier, fallait avoir de quoi faire dans la main. Mais là, c'est pas bon du tout. Derrière, on a le changeur d'étoiles en magie rapide. On peut augmenter le niveau d'une cible de 1 ou le réduire de 1. Ok, plutôt intéressant pour tout ce qui est synchro ou Xyz. De toute façon, je pense que c'est le but du deck. Là, on a le deck Xyz contre le deck synchro. C'est à peu près ça. Ça introduit un peu les mécaniques d'extra deck que certains joueurs ont un peu du mal à assimiler, donc c'est pas trop mal. Derrière, on va avoir le magicien Gagaga. Bon, ça, c'est du Xyz pur et dur. Ça me confirme ce que je viens de dire. C'est un deck
full orienté X6. De toute façon, il n'y a que ça dans l'extra. Donc, vous allez me dire, merci Slifer, c'était un petit peu obvious quand même. Donc, on peut changer le niveau de cette carte entre 1 et 8, c'est pas mal. L'esprit de combat, une magie d'équipement, un peu osef. Derrière, on a le fardeau du puissant. Ça, c'est pareil, ça fait partie des cartes rétro les plus embêtantes et les plus fortes. Je les jouais au tout début où je me suis mis à Yu-Gi-Oh! Avec des potes, ils me détestaient à cause de cette carte. Et logique qu'on joue ça, vu que les Xyz n'ont pas de niveau, mais des rangs. Donc évidemment, ça ne les impacte pas. Donc les monstres face recto contrôlés par l'adversaire perdent 100 points d'attaque multipliés par son propre niveau. Derrière, on va avoir Barbaros, le roi des bêtes. Lui, il a vraiment été reprint à outrance entre les teens et les structures deck. Derrière, la balançoire des souvenirs. C'est vraiment des vieilles cartes qu'il y a là-dedans, hein. C'est assez étonnant comme choix, mine de rien. Derrière, on va avoir Gyroïde. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Très lol. L'usine de production de masse des ténèbres, très très bonne carte, mais ça se joue dans Exodia, les cocos, pour obtenir les 5 parties en main le plus rapidement possible. Donc je m'attends derrière à avoir beaucoup de monstres normaux, hein. Si y a un truc qui nous dit ajouter 2 normaux depuis le grave, bon, voilà. La Grarle, hache gravitationnelle, petite pause. Petit placement de vidéo, n'hésitez pas à aller checker la vidéo sur les Yugi Story, le lore, l'histoire derrière les cartes, où je parle de cette carte, de cette hache, qui apparaît dans cette vidéo. Franchement, n'hésitez pas à aller checker, c'est très sympa. Donc encore une magie d'équipement, c'est des choix plutôt intéressants. Derrière, on va avoir le plafond de pique. S'il y a minimum 4 monstres sur le terrain, détruisez tous les monstres face recto. Bon, c'est un peu osef. Derrière, le livre de la lune, ça, excellent reprint, très très bonne staple à garder. Derrière, on a ce bon vieux typhon d'espace mystique. Quand je vous avais dit qu'il allait avoir du rétro, bah je pense que je me suis pas trop trompé. Cible une magie piège sur le terrain, détruisez-la en magie rapide. On faisait ça une fois que l'adversaire avait déclaré une petite fin de tour. Si ça s'était posé, il venait de poser un truc, on l'embêtait, on lui cassait une de ses baccros, c'était intéressant. Derrière, le soldat pingouin. Sérieusement, le soldat pingouin dans un deck de structure en 2024. Waouh, ok, bon, là on est vraiment dans du très vieux. C'est sorti dans les tout premiers decks de structure arrivés en France vers 2000, 2002, un truc comme ça. Dans les decks de structure, je sais plus c'était lequel, si c'était Joey ou Pegasus, mais ok. Cibler max de monstres sur le terrain, envoyer les cibles à la main. En vrai, c'est très fort, hein, mais aujourd'hui, toujours pareil. Derrière, on a le magicien de la foi. On cible une magie dans notre cimetière, on l'ajoute à notre main. Bon, honnêtement, je pense que le niveau des deux decks est équivalent. Et c'est pour faire des games plutôt fun et donner goût aux gens qui achètent ça au jeu. Parce que franchement, entre un soldat pingouin et ça, forcément, vous allez kiffer. Derrière, on a Chiron le mage. Ok. Derrière, la magicienne des ténèbres. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait son maître, c'est-à-dire le magicien des ténèbres. Ok, derrière on va avoir la Renaissance Xyz, évidemment, hein, on est dans un deck autour de ce thème de toute façon, donc c'est un Monster Reborn pour un monstre Xyz dans le cimetière. Derrière on va avoir la Grugru, ça c'est pareil, hein, vous pouvez cibler un monstre de niveau 3 dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible mais annuler ses effets. Derrière on va avoir Héritier Talentueux, ok, ensuite Surnalich le Seigneur d'Or. Ah ouais, pas forcément, on a des magies continues, peut-être même qu'il y aura des pièges. Donc assez intéressant, ça se respect du cimetière, c'est un niveau 10, bon, très bien, sauf que Zeus c'est niveau 12. Après il y a peut-être un petit combo dans le deck avec la magicienne de la foi et cette carte. On va recycler une magie, après on va pouvoir la rediscard pour faire son effet. Oh, ok, peut-être à la rigueur. Derrière on a le cyberdragon, parce qu'après tout c'est une spé gratos si jamais on go second. Donc ça c'est vrai que c'est excellent pour apprendre le jeu, c'est très très bien, ça nous donne un bon body dès le début. Derrière, on a Appel de l'étranté, le Monster Reborn bis du jeu, qui est pas trop mal pour se défendre. Derrière, on a Ristourne pour réduire le niveau d'un monstre dans notre main, histoire d'invoquer sacrifice plus facilement. Derrière, on va avoir 1000 couteaux. Bon, là, c'est obligé, il y a le magicien sombre à un moment derrière. S'il y a cette carte, c'est forcément obligatoire qu'il y a le monstre qui va avec l'effet, sinon c'est injouable, je vois pas trop l'intérêt. Donc derrière, on va avoir le ninja blanc, effet flip, on cible un monstre en position de défense sur le terrain, on le détruit. Vous voyez, il y a beaucoup de combos en 2 cartes, avec le livre de la lune qu'on a vu un petit peu plus tôt, qui va mettre en défense face verso. Vous faites ça, vous détruisez le monstre que vous avez basculé. Bon, ok, les combats en 2 cartes, je vois où ils veulent en venir, c'est pour apprendre les interactions, quelles cartes peuvent bien fitter, c'est aussi pour apprendre la logique de construction de deck. Pas trop mal. Derrière, on va avoir le bouclier drainant. Derrière, on va avoir entrée interdite. Changer tous les monstres en position d'attaque en position de défense. Donc ça fit aussi avec le ninja qu'on a vu juste avant. Derrière, transaction. Défausser un monstre de niveau 8, piocher 2 cartes. Attendez, quel monstre de niveau 8 il y a jusqu'ici? Peut-être Barbaros, 2, 4, 6, 8. Ok, ça en fait 1. Waouh, le choix il est plus que douteux. Donc ça fit avec une seule carte.
qu'il faut qu'on ait en main en plus. On va voir s'il y a un autre niveau 8 derrière, mais d'après moi, peut-être pas trop. Derrière, on a le Spadassin Vengeur, une des cartes emblématiques de Kaiba. Ok, monstre normal avec 2000 points d'attaque et un sacrifice. Bah, littéralement, avec Ristourne, ça devient un monstre qu'on invoque norme, donc un monstre de niveau 4. Derrière, on a Ojama jaune. Mais qu'est-ce que c'est que ce... c'est un giga kebab, le truc, c'est pas possible. Derrière, on a évidemment le magicien sombre. Ça court pas les rues, cet artwork-là. On n'a pas l'habitude de beaucoup le voir, donc ça fait plaisir. J'avais raison, hein, évidemment, du coup. Quand on voit la magicienne des ténèbres, on voit le magicien sombre un peu derrière. Ensuite, on va avoir Drago Lapin. Je connais pas cette carte. Je connais pas cette carte, mais 2, 4, 6, 8. Ok, un dragon de 1950. Bon, très bien. Avec Ristourne, ça peut faire qu'un sacrifice. Oula. Derrière, on a Lajin, le génie mystique de la lampe. Il y a un mélange Yugi Kaiba dans le deck. C'est très bizarre. Derrière, on va avoir le soldat géant de pierre pour un bon gros défenseur à 2000, niveau 3 qui peut aider à Xyz, ok. Et enfin, on va avoir le chevalier de la reine. Je suis un peu dubitatif. Je suis un peu dubitatif. Il y a quand même des bons trucs dans le deck, mais il y a certaines choses, je ne comprends pas. Pour apprendre à jouer, je pense que c'est vraiment pas mal, c'est idéal. Ça vous introduit un mode de jeu entre les Xyz et les synchros, parce que je suis sûr qu'ils ont voulu faire ça. D'ailleurs, pour ceux qui savent, dites-moi pourquoi, ici on a STAX comme diminutif d'extension, et sur l'autre deck, bougez pas, juste ici on a STAS. Peut-être parce que c'est structure deck anniversaire synchro, et structure deck anniversaire Xyz. Moi, c'est le seul truc que je vois en termes de diminutif. Je pense que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais il y a de fortes chances que ce soit ça. Moralité, je vais m'aventurer à donner des notes et un ressenti avec une petite conclusion à chaque fin de deck. Donc là, je vais le faire pour le Xyz. Dans ce deck, on a réellement 3 cartes qui sont un peu intéressantes pour un joueur compétitif, bien sûr hormis Zeus, hein, ça c'est vraiment le MVP du deck, c'est celui qu'on va vouloir. Donc le livre de la lune c'est bien, sur Nalish en fonction de ce que vous voulez jouer, si vous voulez vous faire un petit deck du égyptien, un deck sur Nalish justement, un truc à base de niveau 10, ça peut le faire. Et Transaction c'est toujours une très bonne carte de pioche à partir du moment où vous avez des niveaux 8. Donc ces 3 cartes là avec Zeus sont très intéressantes, je vois à peu près où ils veulent en venir, faire un deck autour des thématiques extra deck pour mieux les apprendre aux joueurs. Honnêtement il y a des choix que je ne comprends pas trop, le deck est assez lent, c'est bien d'apprendre Yu-Gi-Oh, mais c'est bien aussi de mettre quelques combos. J'aurais trouvé ça très intéressant justement d'introduire des end-traps assez simples, comme par exemple un Effect Veiler ou un Infini éphémère, histoire que les nouveaux joueurs comprennent cette mécanique qui est vraiment très importante et omniprésente dans le Yu-Gi-Oh d'aujourd'hui. Donc pour moi, ce deck... Heureusement, il y a Zeus, c'est ça qui va faire que la note est un petit peu plus importante, parce qu'il faut aussi prendre en compte son contenu. Mais pour moi, c'est un 6 sur 10. Honnêtement, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu mieux pour l'apprentissage du jeu, notamment, enfin, la présence des monstres normaux, les gars. Alors qu'on joue de la Xyz, le magicien sombre n'a rien à faire là, autant remplacer par des cartes qui vont faire des trucs, de l'interaction, plus de trucs avec l'adversaire. Mais voilà, je pense que ça aurait pu être mieux, c'est pas non plus dégueu, évidemment pour que ce produit soit très intéressant, on nous met une très grosse staple bien jouée, c'est ce qui nous donne l'intérêt et l'envie de le prendre. Mais bon, on va tout de suite passer au deuxième deck. Dites-moi du coup aussi en commentaire si ces impressions à chaud et ce débrief vous plaisent, parce qu'honnêtement, ça c'est mon avis bien sûr, on a le droit de débattre ensemble dans les commentaires, n'hésitez pas, mais je trouve ça plus intéressant d'analyser le pourquoi du comment dans un deck. C'est beaucoup plus simple évidemment quand c'est un truc pour commencer le jeu, bien sûr, on a un regard un petit peu plus expérimenté quand ça fait longtemps qu'on joue. Du coup, le deck qui normalement est un deck synchro, qui commence avec Prime Art Manadium, donc ça évidemment c'est une très très bonne carte, c'est une synchro 10, s'il y a Baron je casse mon crâne, je ne pense pas, hein, mais bon. Derrière on va avoir le Tank Fracas Rhinosabre déchaîné, je ne connais pas cette carte. C'est une synchro 7 un peu anecdotique, bon. Derrière on va avoir le Dragon Corail, très très bonne synchro, ça se retrouve dans pas mal de decks. Je la joue dans mon deck Exodia, ça fait piocher, donc c'est vraiment pas mal du tout. On va ensuite avoir derrière le Sergent Stygien. Jamais entendu parler de ce truc, c'est pareil. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez faire gagner 800 points d'attaque à cette carte jusqu'à la fin de la battle phase, et aussi elle peut faire une seconde attaque. Ok, c'est pas mal, on va péter un petit monstre, derrière il va passer à 3000, on va soit battle direct, soit péter un monstre un peu plus gros. C'est assez intéressant, c'est de la gestion de plusieurs buddies, donc ok, c'est une plutôt bonne carte pour un deck qui débute. Derrière, on va avoir le retour au front. On peut spé un monstre qui était dans notre cimetière en position de défense, d'accord. Intrépide Manadium. Ok, donc ils ont quand même mis un peu de l'archétype qui va avec évidemment la synchro.
Ok, très très bien, on va voir s'il y a du Starfrost. Dans la logique, il va y avoir du Starfrost, ça doit fitter avec, parce qu'on n'oublie pas que le but c'est qu'elle soit détruite pour qu'elle revienne, normalement c'est ça. Derrière, on va avoir le Cyclone Galactique, ça c'est une très très bonne carte, ça fait une gestion de 2 pour 1, c'est quand même pas trop mal. Derrière, on va avoir l'unité de ravitaillement. Si un ou plusieurs monstres qu'on contrôle sont détruits au combat ou par un effet de carte, on pioche une carte. Donc ça, c'est très intéressant. S'il y a Starfrost et la mécanique de détruire nos cartes Manadium, ça va nous faire piocher assez facilement. Derrière, on va avoir le Roi Fantôme Hydride, et pas hybride, attention. Si on utilise cette carte qu'on contrôle comme matériel synchro, on peut la traiter comme non synthoniseur. Ok, ça c'est pour donner de la flexibilité à nos invocations, c'est pas trop mal. Derrière, on va avoir Vive la Liberté. Lorsqu'un monstre qu'on contrôle est détruit au combat et envoyé au cimetière, on cible 2 cartes face recto sur le terrain et on les mélange dans le deck. Attendez, mais du coup c'est trop fort. Enfin, en fait, il faudrait qu'il y ait plus de Manadium, parce que s'il y a du Starfrost et du Manadium, ça permet de faire de la gestion sur le board adverse. C'est quelque chose. Là, le niveau du deck, déjà, avec aussi peu de cartes, est bien supérieur à l'autre deck. D'ailleurs, avec un peu de chance, dans celui-là, il n'y aura pas de monstre normal. Et si c'est ça, il y a un déséquilibre de puissance entre les deux. Bon, on verra ça niveau conclusion. Derrière, on va avoir le cadeau de l'éléphant blanc. Derrière, on a l'armature de puissance. Je ne connais pas du tout. On a le diapason des ténèbres, forcément. Ça, c'est un peu représentatif de tout ce qui est synchro dans Yu-Gi-Oh! À partir de 5DS. Derrière, on a le hérisson à boulon. Bien sûr, carte de Yusei. Donc ça fait plaisir de l'avoir. Derrière, on va avoir le soldat de cartes. Ok, carte de Jaden Yuki dans GX, c'est des mélanges de générations là quand même. On a Mobius, le monarque de glace. Ok, niveau 6, lorsqu'il est invoqué par sacrifice, on peut cibler 2 magies pièces sur le terrain et les détruire. Il y a beaucoup plus de gestion de groupe dans ce deck quand même. Ça gère 2. La piège de tout à l'heure gère 2. C'est quand même assez fort. Derrière, on va avoir la puissance du mage. On va set toute notre main en magie et piège. On va avoir un petit monstre, on lui équipe ça. Et bah, il gagne 2500. C'est très très fort. J'aimais beaucoup cette carte. Derrière, on a le cylindre magique. Ah bah voilà, on avait le bouclier dans l'un, et là on a le cylindre dans l'autre. C'est très très marrant, ça se complète. Ça fait vraiment partie de mes cartes de point de vue préférées. Derrière on a le masque du maudit. Derrière on a le kunai avec chaîne, histoire d'immobiliser un monstre de l'adversaire. Ça c'est pas mal. Trou noir. Ok, le niveau de ce deck est bien supérieur à l'autre. Je ne veux pas savoir. Honnêtement, trou noir, une carte de gestion, il n'y en a pas de l'autre côté. Il n'y a pas de Raigeki par exemple, donc le niveau de ce deck est supérieur à l'autre. Maintenant, c'est sûr. Derrière, on va avoir le masque des ténèbres. On cible un piège dans notre cimetière, on l'ajoute à la main, comme par exemple celui qui dit renvoyer 2 si on détruit une de nos cartes au combat ou par effet, par exemple. Derrière, on a fissure. Attendez, il y a 2 cartes de gestion dans le deck, alors que de l'autre côté, il y en a 0. Ça, c'est vraiment pas très équilibré. Vraiment, je le redis. Derrière, on a le diapason magnétique. On peut envoyer cette carte depuis notre main au cimetière. Cibler un synthoniseur qu'on contrôle, ce tour ne peut pas être détruit au combat. Et aussi, on ne reçoit aucun dommage de combat d'attaque l'impliquant. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est une mécanique de N-Trap. Donc, dans l'autre deck, on n'en a pas du tout. Et dans ce deck, on a ça qui permet de protéger, de tanker un de nos synthoniseurs. Derrière, on va avoir Intrépide Manadium, donc il est en 2 exemplaires. C'est encore une fois un déséquilibre et une différence entre les deux decks. On a des cartes en plusieurs exemplaires. D'habitude, dans les structures deck, il faut les acheter en plusieurs fois pour avoir ça. Là, vous l'avez direct en 2 fois pour faire plus facilement les effets, donc voilà. Derrière, on va avoir Visas Starfrost. Évidemment, il va fitter avec l'effet d'Intrépide Manadium. On va mettre ça sur notre board, on va faire son effet, on va le casser, il va se spé, il va revenir. Ça fait une synchro 8. Bon, voilà, le niveau du deck est bien supérieur à l'autre, c'est bon, j'ai ma confirmation. Derrière, on va avoir... Je vous laisse lire le nom. Moi, là, j'ai la flemme. Obsédé. Machin obsédé. Derrière, le Didicro. Il y a Didicro dans ce deck. Non mais, il y a 2 N-Trap dans le deck, dont une qui est générique et qui est jouée en méta. Je vais attendre la conclusion avant de dire tout ce que je pense. Mais ok, bah excellente carte, ça c'est vraiment un très bon truc à choper. Derrière, on a code à usage unique, ça va spé un jeton sécurité Cyberse Lumière niveau 4 2000-2000. Bah c'est très très fort, ça fait soit un défenseur, soit un truc pour faire des synchros justement. Derrière, on a le guerrier réincarné, pour cibler un monstre guerrier dans le cimetière et l'ajouter à notre main, ça recycle. Voiture carte. Derrière, on a les boucs émissaires. Les boucs émissaires, une des magies rapides déjà les plus emblématiques, c'était joué par Joey, et surtout extrêmement fort dans un deck synchro. Ça nous donne quand même 4 monstres de niveau 1 qu'on peut utiliser pour faire des synchros. Il y a juste marqué qu'ils peuvent pas être sacrifiés. Et sinon, ça nous donne 4 monstres pour tanker en cas de OTK, par exemple. C'est extrêmement puissant. Derrière, on va avoir la force de miroir violente. 3 cartes de gestion en plus de trous noirs et fissures. Et celle-là, elle est violente, ça renvoie tous les monstres en position d'attaque de l'adversaire à la main. L'autre deck, il fonctionne à au moins 20% avec des monstres normaux.
Donc on invoque en mode normal ou par sacrifice. Donc ça fait extrêmement mal. Hein. Bon. Derrière, on a l'apprenti joueur de flûte. C'est beaucoup trop fort, ça permet de spé 2 trucs. C'est génial. Et encore une fois, je précise, ça, eh ben on peut tout simplement le péter avec Starfrost et puis boum, ça fait une spé gratuite. C'est trop fort. Cavalier de soutien, cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin du tour, il gagne 1500 points d'attaque. De l'autre côté, on a des magies d'équipement qui nous donnent 300, 500. Là, on a la puissance du mage qui peut faire jusqu'à 2500 et ça. Non mais sans blague. Derrière, on a les épées de révélation de la lumière pour temporiser 3 tours auprès de l'adversaire. Ok. On a Clomai Solaïs, allié de la justice. Je sais pas si j'ai bien prononcé, un monstre normal de niveau 6. Bon, ok. Encore une fois, ça, pas ouf que ce soit là. On a Gilgart, un monstre de niveau 4 invocable normalement. Ça peut être assez intéressant pour nos synchros. Donc bon, à la rigueur, d'accord. Ojama vert. Fallait bien en caler un dans ce deck-là aussi. Niveau 2, ça, à la rigueur, ça peut avoir une logique aussi pour les synchros. Derrière, on a Ryuran. Ok. 2, 4, 6, 7. Bon, là, je vois pas trop l'utilité de sa présence. On a l'araignée lanceuse. Bon, là, c'est vraiment... je suis désolé, hein, mais c'est le côté poubelle du deck. C'est les cartes qui n'ont rien à faire là, qui, pour la majeure partie, je ne vois pas l'intérêt ou à quel point ça peut fitter avec la stratégie du deck. On a l'esprit de la harpe, niveau 4. Ça, c'est le seul truc qui rend la présence de la carte logique. On a Inpachi, niveau 4 aussi, bon défenseur. Et enfin, on a Sparkman, niveau 4 aussi. Et dans ce cas-là, ok. Bon, comment vous dire que ce deck va laver complètement ce deck. Celui-ci est beaucoup plus lent, il y a beaucoup moins de gestion que dans ce deck-là, et il y a surtout beaucoup moins de trucs staple. Attendez, c'est ridicule. Vous vous rappelez, l'autre deck, il y avait 3 cartes, et là, voilà. Vous avez vu la différence quand même? Là, on a 11 cartes qui sont intéressantes et qui peuvent être game changer. On a quand même 3 gestions, 2 cartes de temporisation, on a quand même 2 end-trap, une particulière, une générale. On a ça qui permet tout simplement d'avoir un board synchro très rapidement. Après, encore une fois, il faut les avoir en main de départ, mais dans ce deck, il y a beaucoup plus de pioches, il y a beaucoup plus de possibilités, ne serait-ce déjà avec, comme on l'a dit vers la fin de la vidéo, la voiture carte D. On a aussi le moyen de piocher de façon aberrante avec les effets, par exemple cadeau de l'éléphant blanc. Donc vous voyez que ce deck est beaucoup mieux construit, il est beaucoup mieux pensé, beaucoup plus équilibré, et il va surtout être beaucoup plus fort, il va sortir beaucoup plus vite. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un déséquilibre complet entre les deux decks. Je vais arrêter mon choix, et je vais décider du coup, en conclusion, de mettre un 5 sur 10 à ce deck et un 7,5 à celui-ci. On va quand même pas se mentir, le produit est très très intéressant de par la présence de Zeus à l'intérieur, bien évidemment, mais on va aussi avoir des trucs assez cool comme Corbeau Dédé, ça c'est une très bonne entrap à récupérer et à garder dans un petit classeur. Donc le produit en tant que tel est quand même assez intéressant. Donc ce petit deck de joueurs, je pense quand même, remplit sa fonction, remplit ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire avoir un bon point de départ pour le jeu, comprendre comment ça fonctionne et surtout arriver à kiffer avec des petits combos. Mais alors justement, si vous voulez vous commencer avec ça pour avoir des combos amoindri, on va dire ça comme ça, et vous upgrader avec le deck synchro qui va vous permettre de beaucoup plus commencer à faire des trucs et des petits feats. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue, qu'elle vous aura plu, que mon analyse est assez pertinente. Ça peut permettre de faire des petits trucs entre potes, ça peut permettre de récupérer de la staple. Bon, pour le prix du truc, ça vaut le coup, je trouve. Je préfère vous prévenir du coup que cette semaine sera assez intense, remplie de beaucoup de contenu. Il y a déjà eu une vidéo hier où je vous annonçais le fameux partenariat avec The Card Adventure qui me fait encore une fois très plaisir. Il y a cette vidéo qui sort jeudi et peut-être que je sortirai vendredi ou samedi la vidéo sur l'ouverture du labyrinthe du millénaire. Encore une fois, je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir fait. Il y a eu de très gros problèmes de livraison avec le transporteur Relais Colis. Oui, je donne les noms, je donne les termes, parce qu'honnêtement, ils ont fait n'importe quoi. Et donc, peu importe que j'ouvre 2 semaines en retard, on va quand même se faire cette ouverture, parce que ça va me faire kiffer. J'espère que ça vous fera kiffer, mais moi, de toute manière, j'ai envie d'ouvrir. Et on va se faire 2 displays, bien sûr, parce que l'extension en vaut la peine d'après moi. Bref, vous savez tout. En dehors de ça, je vous retrouve dimanche à 18 h pour la vidéo habituelle de votre semaine. Je vous dis à très bientôt. C'était Slipper.